J'avais bon, 34 ans sur Monterrand et puis le PSN. J'invite à regarder dans les archives, dans les publications de l'ANAP, l'expérience de Monterrand qui s'appelait ELES et qui l'a des réseaux. Docteur Guédon, il a à peu près une quinzaine d'années, voire 20 ans. Et il y a une publication là-dessus sur l'expérience ELES qui était extrêmement intéressante. Et lui, c'est vraiment dans la même logique. Je vous invite aussi à contacter les archéologues de l'EPSM pour regarder dans les dossiers, là aussi, il y a une vingtaine d'années, les travaux qu'on avait fait dans le cadre de la constitution d'un réseau santé mentale et insertion. Et Madame Moïse, d'ailleurs, on peut peut-être regarder des archives personnelles, parce qu'elle avait travaillé aussi avec nous à l'époque. Et on avait déjà travaillé avec les bailleurs de logements sociaux, on avait fait des chartes, on avait fait des conventions, dans les annexes alors, bien sûr, il faut renouveler, mais quand même, vous avez dans l'archéologie du système de santé en Guadeloupe déjà des fondations qui sont peut-être intéressantes à retrouver. Voilà, on va compléter avec le docteur Rémi Sama, qui va lui nous parler donc, de espoir et crainte liés au développement de l'immobilier. Donc, Rémi Sama, qui est praticien hospitalier, chef de service, président de la CME, éminent personnage de la psychiatrie publique aux Antilles, et nous sommes honorés d'accueillir. Merci beaucoup, merci de votre invitation, merci Madame Gigaille. C'est la deuxième fois que l'on vient, ça commence à ressembler à une habitude, et Dieu sait comme l'homme aime s'enfoncer dans ses habitudes. Donc, merci de votre invitation. Effectivement, on va parler un petit peu d'un dispositif un peu particulier en Martinique par son ampleur, un peu inédite, et donc je vais vous parler un petit peu des équipes mobiles de psychiatrie avec espoir et crainte. J'ai choisi un titre un petit peu provocateur et je vais vous en expliquer pourquoi. En Martinique, le développement des équipes mobiles participe à un long processus de modernisation et de mutation de la psychiatrie dans notre région. Alors, il a bénéficié d'effets concomitants, d'une part de l'application de la loi HPST, vous êtes le seul à donner un aspect positif, parce qu'il a ouvert des opportunités dans notre établissement en termes de formation et management des équipes, et d'autre part, du bouleversement symbolique et pratique qu'a entraîné le déménagement des lits de nos lits d'hospitalisation du site extrêmement mythique de Balata vers la cité hospitalière de Mangolulsin. Alors, je vais résumer cette aventure en quelques secondes autour de quelques dates clés. Allez-y, donc il y a 27 ans, le projet de reconstruction de Mangolulsin, il y a 24 ans, la création de la première équipe mobile, il y a 15 ans, le début du processus de modernisation de la psychiatrie publique, il y a 12 ans, le déménagement partiel de Balata vers la cité hospitalière de Mangolulsin, il y a 9 ans, la création de nouvelles équipes mobiles, il y a 4 ans, la crise de la Covid et puis le transfert en urgence des urgences psychiatriques du CHU sur nos équipes, sur notre établissement avec la création de nouvelles équipes mobiles. Dans 3 mois, un établissement unique de psychiatrie qui va nous permettre de nous réunir avec la psychiatrie du CHUM. Et puis dans 3 ans, la fermeture définitive du site de Balata. Voilà les étapes un peu clés. Alors, je tiens à dire d'emblée que cette modernisation des pratiques et des dispositifs psychiatriques en Martinique ne se résume pas à la création des équipes mobiles. Avant elle, les dispositifs intersectoriels et sectoriels se sont eux aussi transformés. Mode de prise en charge en infra-hospitalier, introduction des concepts de réhabilitation psychosociale et du rétablissement, programme à destination des aidants, psychiatrie de la personne âgée, pour ne citer que les principaux axes de transformation. Il n'en demeure pas moins que le développement des équipes mobiles bénéficie aujourd'hui d'un intérêt et d'une aura qui semble presque éclipser tout le reste des dispositifs en psychiatrie. Alors nous essayons de comprendre les ressorts de cet intérêt singulier et ses conséquences. Alors, de fait, depuis la création de la première équipe mobile de psychiatrie en 2000, nous avons créé en Martinique 11 équipes mobiles ces 10 dernières années, donc 6 dans les 2 dernières années. Il s'agit de dispositifs intersectoriels et sectoriels. Le type de population concernée sont variés, ça va de la population générale à des segments plus étroits tels que la petite enfance, la personne âgée, autisme, précarité, premier épisode psychotique. Leur objectif balaie toutes les situations, prévention, crise, recours aux soins, évitement des hospitalisations ou réduction des hospitalisations.
Leur temporalité varie elle aussi avec des équipes mobiles qui travaillent sur le temps long et des séquences programmées, et celles qui interviennent sur le temps court dans l'urgence et la crise. Je vais vous présenter maintenant, faire une présentation assez rapide de ces 11 équipes de psychiatrie. Alors la première équipe, l'équipe EMP 972 est une équipe de précarité, donc qui va identifier des besoins, établir des stratégies d'accompagnement permettant aux personnes en errance et en précarité de réintégrer le circuit de soins, évidemment soutenir les réseaux, les partenaires du réseau afin de mieux appréhender les problématiques des personnes en situation de souffrance psychique et de précarité. La deuxième équipe, une équipe de la personne âgée, donc qui évalue et oriente les personnes âgées de plus de 60 ans présentant des troubles psychiques au domicile ou en institution. Ils vont optimiser le parcours en évitant les ruptures et puis ils vont essayer de privilégier le maintien à domicile dans les structures d'accueil grâce à un travail de réseau. L'équipe EMA est une équipe pour adolescents. Ils vont travailler sur l'évaluation des adolescents à domicile dans les établissements. Ils ont un travail important de coordination du parcours de soins et des prises en charge relais. Et puis aussi, c'est eux qui participent à la programmation des hospitalisations de l'UPSA, qui est une unité d'hospitalisation pour adolescents. Nous avons deux équipes mobiles qui sont adossées à des soins psychiatriques. Alors, les soins psychiatriques, c'est ce qui est resté à Balata. Donc, c'est là où se concentrent nos patients les plus chroniques, les plus difficiles, ceux qui sont en rupture de solutions, qui sont médico-légaux, qui ont déjà épuisé un certain nombre de ressources telles que des masques, des foyers d'accueil, et qui ont épuisé beaucoup de solutions. Et c'est vraiment une équipe qui est très importante, qui pourtant ne bénéficie pas beaucoup de moyens. Vous allez voir après comment on les a constitués. Pourtant, c'est un des enjeux les plus importants, parce que il faut savoir que nous fabriquons, entre guillemets, tous les mois des patients chroniques pour lesquels il n'y a pas de solution. Et si on n'y prend pas garde, ces unités se transforment en endroit de garage pour les patients, avec une augmentation de ces patients et des durées moyennes de séjour qui s'allongent et absolument pas de solution. Donc ils ont pour but de réadapter nos patients les plus complexes qui sont hospitalisés au long cours. C'est vraiment de la réhabilitation psychosociale au vol, avec des accompagnements de transition lorsque les solutions alternatives sont trouvées, avec des relais sur les structures ambulatoires. L'équipe SIM, suivi intensif dans le milieu, pour les patients qui ont des hauts besoins et qui échappent aux critiques habituelles, CNP, hôpitaux de jour, CADTP, et qui sont pourtant des grands consommateurs de journées d'hospitalisation. Alors, c'est un travail qui consiste à un accompagnement de ces patients, un soutien des aidants, et puis avec une collaboration étroite avec les ressources communautaires. L'équipe PEPS, premier épisode psychotique, ce sont des soins d'intervention précoce, des signes de psychose chez les patients de 18 à 30 ans qui ont des diagnostics, pas de diagnostics, en tout cas ils ont des diagnostics de moins de 2 ans. Ils vont essayer d'anticiper l'apparition d'altérations du fonctionnement et d'accompagner les usagers dans le soin. Ils ont une approche plutôt fonctionnelle plus que catégorielle. Ils évitent les hospitalisations et toutes les expériences de stigmatisation ou d'auto-stigmatisation chez les jeunes de nos usagers. Évidemment, ils ont un travail très important dans le soutien et l'orientation des aidants. L'équipe ELISA, qui est une équipe d'intervention spécialisée en autisme, pour les enfants et jusqu'à 18 ans, c'est un accueil physique et téléphonique des familles, des partenaires, avec les structures sanitaires ou médico-sociales. C'est de l'intervention programmée ou non sur les lieux de vie et dans les structures. C'est une évaluation pluridisciplinaire avec une élaboration d'un projet de soins personnalisé et avec les orientations qui sont proposées. C'est vraiment une prise en charge ponctuelle adaptée aux besoins. L'équipe mobile EPIC, qui est l'équipe de psychiatrie d'intervention de crise, qui est adossée au SAS psychiatrique, qui a vu le jour récemment sur notre établissement. Donc c'est l'évaluation de toutes les situations de crise. C'est déclenché par le psychiatre du SAS psychiatrique et c'est un partenariat avec le SAMU et la préfecture. L'équipe mobile de transition, c'est une équipe qui va essayer de consolider les bénéfices de l'hospitalisation pour des patients les plus fragiles, ceux qui sont en situation sociale et ou en situation complexe, avec un accompagnement de 8 semaines qui peut être renouvelable une fois et qui va permettre de penser la sortie du patient beaucoup plus rapidement et qui va essayer d'éviter les réhospitalisations.
Enfin, la dernière des équipes mobiles, l'équipe mobile petite enfance. Alors, elle a été financée, elle n'est pas encore opérationnelle. Ce sont de 0 à 6 ans avec des lieux d'intervention qui sont le domicile, la crèche, les maternelles, avec les détections des premiers troubles, qui soient neurodéveloppementaux ou des troubles des interactions, et puis un travail de coordination avec les PMI, les CAMS, l'ASE, etc., etc. Alors évidemment, l'émergence de tous ces dispositifs sur un temps finalement relativement court interroge sur les conditions de leur financement. Alors nous avons indéniablement bénéficié d'un accompagnement de notre ARS, qui s'est montré jusqu'à présent très attentive, très soutenante quant aux questions de la prise en charge psychiatrique de nos populations. Parallèlement, et dans le cadre de l'élaboration du premier PSN, qui entre parenthèses ne bénéficiait d'aucun coordonnateur et d'aucun contrat, nous avions également soin de peser pour voir inscrit dans les actions à mener la création de certains de ces dispositifs mobiles. Et puis enfin, pendant la crise de la Covid, le transfert précipité des urgences psychiatriques sur notre établissement, avec pour ce faire la fermeture de 15 lits sectorisés, a clairement incité la tutelle à amortir le choc de tous ces bouleversements par le financement de certaines équipes mobiles. Toutefois, si vous regardez un petit peu les modes de financement, vous remarquerez que la moitié de nos équipes mobiles ont été créées à moyen constant, sur des réorganisations internes, souvent rendues possibles par une mutualisation et le regroupement de moyens que la taille de nos pôles permet, puisque notre établissement ne comporte que 4 pôles cliniques, un pôle intersectoriel, 2 pôles de psychiatrie sectorisés et un pôle de psychiatrie d'enfants et d'adolescents, et que ces 3 pôles sectorisés regroupent chacun au minimum 3 secteurs de psychiatrie. Il est à noter également que ces créations par opportunité des organisations ou de financement ont installé une inégalité dans l'offre de soins entre les 2 secteurs de psychiatrie adulte. Totalement dommageable d'un point de vue d'égalité des chances de population, des populations concernées. Par exemple, si aujourd'hui un patient en premier épisode psychotique, il arrive aux urgences, et bien si les 2 secteurs sens, il ne bénéficiera pas d'accompagnement de l'équipe mobile premier épisode psychotique parce qu'elle n'existe qu'au pôle nord-atlantique sud. Voilà. C'est un peu particulier, mais c'est comme ça. Le revers de la médaille. Alors, la deuxième partie de mon propos s'articule autour de 3 circonstances. La première, c'est un article de 2023 dans l'information psychiatrique intitulé « Les équipes mobiles en psychiatrie contre la sectorisation » dans lequel les auteurs s'interrogent de quoi les équipes mobiles sont faites le nom. Consécration de la philosophie de la sectorisation ou plutôt une psychiatrie d'urgence soluble dans l'ère du temps gestionnaire. La deuxième, c'est des discussions très récentes qu'on a eues avec les présidents de CME à la NPCE, avec le docteur Schmitt et le docteur Le Gall, qui reprend peu ou prou les mêmes questionnements sur l'articulation secteur versus équipe mobile et une réflexion aussi sur les conséquences de ces nouveaux dispositifs sur l'attractivité médicale. Et puis la troisième, c'est un retour d'expérience personnelle sur ces dispositifs autour des dynamiques, des difficultés que génère l'installation des équipes mobiles. Je vais essayer de ramasser l'ensemble de ces idées que je partage maintenant avec vous. Alors, la psychiatrie publique, dans son développement sectoriel, sont par essence une médecine de proximité de territoire, avec des parcours de soins dans tout hors de l'hôpital, en partenariat avec le médico-social, le social, la ville, le milieu associatif. Dès lors, évidemment, les équipes mobiles peuvent assurer une fonction d'interface essentielle avec un niveau de réactivité, de flexibilité, d'adaptabilité et de spécificité tout à fait remarquable. Elle permet de maintenir le patient dans son environnement habituel et joue un rôle clé dans l'articulation ville-hôpital. On peut donc le voir comme une consécration du secteur avec ses missions qui se projettent résolument hors des murs de l'hôpital, dans un aller-vers permanent, et finalement comme l'aboutissement d'un long processus, d'un long mouvement de désinstitutionnalisation de la psychiatrie asilaire entamé il y a plusieurs décennies. Dans le même temps, il est évident que certaines équipes mobiles explorent des espaces cliniques abandonnés par le secteur, faute de moyens et faute de temps. Alors quand je dis secteur, je pense particulièrement au CMP. En effet, les descriptions les plus courantes des missions des équipes mobiles en psychiatrie, que vous allez voir sur Internet, évoquent toutes dans leurs objectifs
faciliter la transition entre l'hôpital et le domicile, éviter les hospitalisations en intervenant directement et plus rapidement sur les lieux de vie, renforcer le lien entre les différents acteurs de réseau de soins et l'articulation ville-hôpital, mais toutes ces missions étaient autrefois et naturellement et complètement dévolues au CNP. Alors je ne sais pas si la situation est équivalente en Guadeloupe, mais en Martinique, les CNP ont été réduits dans leur nombre et dans leurs effectifs. Le résultat, c'est des effectifs insuffisants, qui sont souvent devenus sédentaires, avec des amplitudes horaires réduites, et finalement des CNP atonnent, plutôt recroquevillés sur eux-mêmes, là où ils devaient jouer un rôle pivot, comme principal ordonnateur des soins ambulatoires et principal constructeur du réseau de l'hôpital avec ses partenaires. À mon sens, ils ont été aussi, c'est un point de vue personnel, ils ont été également dévitalisés par l'absence de politique de mobilité du personnel soignant des CNP, cristallisant pour certains des habitudes et leurs corollaires des zones de confort qui sont très peu propices aux remises en perspective des pratiques. Cette atonie des CNP est d'autant plus remarquable que dans le même temps, les équipes mobiles incarnent dans le discours des tutelles, comme dans notre propre discours, une psychiatrie jeune, moderne, dynamique, efficace, avec le risque finalement de favoriser l'équilibrage entre soignants, des équipes mobiles et ceux des autres dispositifs qui est évidemment préjudiciable à la continuité des soins. On le perçoit avec les équipes mobiles intersectorielles, mais même avec les équipes sectorielles, avec des crispations qui sont déjà tout à fait palpables. Ces situations imposent de travailler et de communiquer sans cesse sur les champs d'action et les modalités d'intervention spécifiques des équipes mobiles et surtout les articulations avec les dispositifs de secteur classique qui doivent être absolument anticipés. Qui fait quoi, à quel moment, dans quelles circonstances, comment partage-t-on l'information. Cette visibilité de l'offre de soins est également essentielle pour nos partenaires qui ont du mal à se retrouver dans cette multiplicité des dispositifs. Je pense qu'il faut également être attentif à la formation des équipes. Il se crée une différence notable actuellement sur notre établissement en termes de formation continue entre les soignants des CNP et ceux des équipes mobiles qui ne sont pas toujours imprégnés des mêmes concepts et qui, si on s'y prend pas garde, risquent d'amplifier les problèmes de communication et de synergie dans les prises en charge. Nos équipes mobiles, par exemple, ont formé au case management, aux entretiens motivationnels, autant d'éléments qui ne parlent pas du tout, en tout cas pas suffisamment dans les CLP ou même en intra-hospitalier. J'attirerai enfin votre attention sur deux autres points concernant la mise en place des équipes mobiles. La confidentialité, dès qu'il s'agit de rencontrer des usagers dans un espace public, c'est plus compliqué. Nous travaillons actuellement sur l'aménagement d'une petite camionnette de trafic aménagée en lieu d'entretien pour l'une de nos équipes. Et nous allons aussi signer une convention avec France Service, un dispositif mis en place par la préfecture, pour permettre la mise à disposition de bureaux à occasion multiples dans toutes les communes de la Martinique. Le deuxième était celui des moyens logistiques, afférant à la création de ces équipes mobiles. Alors, je ne sais pas pourquoi, il semble que les moyens logistiques sont toujours en deçà des besoins. Alors, il manque des voitures, il manque d'ordinateurs, il manque des téléphones portables, on ne pense jamais autant de secrétariat, c'est toujours très compliqué. Alors, on vient de le voir, certaines équipes mobiles viennent se glisser dans les avis devenus hélas trop grands du secteur, et le CNP en particulier, dont l'efficacité sectorielle, il faut le dire, vous me permettez cette formule, se dégrade. A contrario, certaines équipes mobiles qui ne gèrent que certaines phases de la pathologie, ne proposent que des soins par intermittence, viennent heurter la philosophie du secteur dans ses acceptions de permanence et de continuité des soins, censés être portés par un collectif de soignants qui, dans l'expérience au long cours du lien avec le patient, vont permettre la possibilité du soin. Alors qu'elles viennent compléter le travail de secteur ou bousculer, les équipes mobiles ont clairement le vent en poupe auprès des tutelles et leurs politiques publiques de santé qui sont financées sur le court terme, soumis à des ajustements budgétaires permanents, avec une forte attente, il faut le dire, on le voit déjà à notre niveau très clairement, une forte attente sur l'efficience, la performance et les résultats qui seront demandés. Pour rappel, 3 de nos équipes mobiles n'ont pas de financement pérenne et attendent de faire la preuve de leur pertinence pour que la tutelle envisage un financement durable. Alors, au-delà de l'indéniable intérêt des équipes mobiles, le fractionnement des prises en charge pourrait être aussi l'occasion pour les décideurs de faire l'économie d'une réflexion
de fond sur la prise en charge de la chronicité de certaines des pathologies qu'on prend en charge et qui reste pourtant le plus important et le plus actuel des problèmes de la psychiatrie. Nous y sommes confrontés tous les jours. Ce faisant, la création de ces équipes mobiles comme dispositif innovant ne fait pas non plus sans conséquence sur l'attractivité médicale, même paramédicale, avec la constitution d'ores et déjà de niches hyper spécialisées et très attractives dès lors qu'il s'agit d'échapper aux tensions permanentes de l'intra-hospitalier, au staccanovisme de l'ambulatoire. En tout cas, moi je suis en tant que président de CME, en tant que chef de pôle, je suis déjà confronté à des demandes de postes très très pointues, on va dire ciselées, et encore pour certains confrères de PCME, je suis loin d'être le seul d'être confronté à ce type de situation. Bref, à force de dispositifs innovants et d'organisations alternatives qui seront les PH qui seront fonctionner demain ou dès aujourd'hui d'ailleurs, nos bien tristes unités d'hospitalisation et nos CMP. Alors là, je n'ai pas de réponse à cette question. Pour conclure, je dirais que les équipes mobiles de psychiatrie que nous avons mis en place au CHMD représentent une avancée significative dans l'accès aux soins en santé mentale, mais que nous devons faire face à des défis importants liés à leur mise en œuvre et à leur intégration dans le système de soins existant. Il faut œuvrer pour que les équipes mobiles s'articulent clairement et fortement avec le secteur et dans une perspective de continuité des soins. De mon point de vue, il y a encore du travail. Elles représentent, nous voyons, une accessibilité accrue aux soins pour des populations souvent éloignées des services traditionnels, celles qui refusent de consulter par elles-mêmes, avec vraiment une dimension de prévention primaire, secondaire et tertiaire. Nous avons été attentifs dans la composition des équipes afin de proposer une approche pluridisciplinaire qui favorise une prise en charge globale et intégrée des patients, avec une adaptabilité et une flexibilité propice pour s'adapter aux besoins spécifiques des patients et intervenir dans les différents contextes dans lesquels ils évoluent. Malgré tous ces avantages, il ne faut pas sous-estimer les tensions qui peuvent s'exercer entre les équipes mobiles et les structures psychiatriques traditionnelles pour qui leur existence peut être perçue comme une forte remise en question. Enfin, nous restons vigilants sur toute tentative de détricoter le secteur, mais je suis rassuré parce que j'ai entendu au niveau de la fédération hospitalière de détricoter le secteur à la faveur de dispositifs finalement segmentés qui feraient l'économie de tout. La continuité et la permanence du lien, la question de la chronicité, la pénurie médicale et paramédicale, le manque de ressources et tout le reste. L'équipe mobile doit être une innovation au service du secteur, elle vient avantageusement compléter les dispositifs sectoriels, pas le remplacer. C'est en tout cas, je crois, ce sur quoi nous restons extrêmement attentifs. Je vous remercie de votre attention. Merci pour ces deux présentations. J'espère qu'il va y avoir des échanges riches parce que j'ai réussi à gagner un petit peu de temps pour qu'on en discute. La salle va y réfléchir pendant qu'on passe le film. On a un petit film d'abord. Bonjour, comment vas-tu? Ça va, bonjour. Ça fait déjà 1 an à l'impression. C'est fantastique. Je voudrais qu'on échange un peu sur un formidable projet que tu as contribué à mettre en place au sein de la passerelle. Oui, effectivement, on a mis en place un espace chez la Corona pour pouvoir réaliser cette activité. C'était tous les mardis après-midi. Donc pendant plus de 3 mois, un peu près. Il y en avait certains qui rechignaient, d'autres qui étaient bien contents, qui étaient bien enthousiastes à l'idée de faire un peu de sport. Et je te rappelle un peu, parce que quand même, c'est toi qui m'as un peu, on va dire, pas poussé, mais Oui, parce que en moment, j'avais le droit d'aller marcher le matin, le tôt. Alors, nous avons certaines fois, ce serait bien qu'on puisse faire du sport à domicile. Ce sera aussi bénéfique que d'aller marcher dehors. Ici, c'est une secrétaire aussi à la pratique du sport. On a des tapis, on a des matériels. Donc, c'est pourquoi je ne demande pas. Ça compléterait avec la marche, ou bien ça serait une des activités qui est existantes
partie en fait d'un patient, un projet pour un patient de réhabilitation, on rend compte de son besoin à la fois de perdre du poids, à la fois de reprendre une activité physique, adaptée parce qu'elle a aussi un certain nombre de complexes liés à la maladie, liés à ses besoins de travail, ses besoins de maintenir une certaine posture. Ça fait j'ai essayé d'adapter tout ça avec, en tenant compte aussi de l'aspect afro et l'aspect culturel. Et ce qu'on par l'aspect afro et culturel, c'est que pour pouvoir mettre en place une idée adaptée, je pensais mélanger le cardio, le fitness, la conseillère. Mais ce qui va donner du sens et du mouvement à tout ça, c'est surtout la musique. Pour ma part, cette activité que nous avons pratiquée personnellement de l'éducation, de termes de droit et retrouver comme l'utilisation de traitements personnalisés, du coup, effectivement, l'éducation sportive est un médiateur thérapeutique intégré soi-même. C'est-à-dire qu'on soigne les personnes sans forcément utiliser traitement. Je me suis dit, mais c'est vraiment que je demande à quelqu'un qui puisse m'écouter. Vous m'avez écouté, vous m'avez compris, et puis j'ai entendu que le projet prenait forme, ça y est. Et dis-moi, justement, une fois que tu y étais, parce qu'on a fait la réunion, on a pu motiver tout le monde, usagers, soignants, quand tu as commencé à faire l'activité physique, justement, est-ce que comment tu te sentais? J'avais du poids à faire, donc je me suis dit autant s'appliquer pour arriver au poids que je devais atteindre. Et puis aussi le bien-être, me sentir à l'aise dans mon corps. Donc je me suis dit que ça ne me gênait pas d'expérimenter le stress, le mal-être qu'on peut avoir parfois. C'est vrai qu'on est dans une structure, on est à la maison, donc on a envie de se sentir bien et le sport est bien ça. C'est vraiment un élément de notre culture afro-caribéenne. Sans musique, je pense que rien ne peut prendre forme, rien ne peut donner du mouvement, rien ne peut donner de la vie à ce qu'on fait dans le mouvement. Et est-ce que du coup, le fait de faire cette activité, est-ce que ça a répondu à tes objectifs? Ça a répondu, surtout je n'avais pas abandonné la marche ce matin, au sommet du Cercle des Maillots, mais je me suis dit que tiens, ce serait bien que ce soit généralisé et qu'on puisse même en faire 2 fois par semaine. Depuis la mise en place de ce programme, on trouve des personnes plus épanouies, plus motivées, je dirais, parce qu'ils sont tous présents le mardi après-midi, ils sont prêts, eux qui nous disent aussi, cet après-midi il y a du sport, ils acceptent, on trouve au niveau de tout ce qui estime le soi, l'image corporelle, ils ont confiance, ils sont plus confiants, une certaine réassurance et surtout des patients plus épanouis. Est-ce que tu as fait aussi bien pour les usagers que pour les soignants? Qui demande quand ils ont à réaliser, surtout si ça concorde avec la marche de la structure. Donc pour les soignants, il semblerait qu'ils puissent suivre les usagers tout un projet en fait. On peut toujours être écouté quand quelqu'un a l'oreille à l'écoute, bien compris. Voilà. Je t'en remercie beaucoup. Le plaisir partagé. Bonne continuation et puis à bientôt. Bonjour, moi surtout, je suis parti de la partie. Du mardi, vous avez une activité, on n'était pas encore au point, d'abord, et c'est le sport. Et quand c'est un bonheur, une vitesse, je pense que oui. Donc faire le sport, ça peut faire une détente, et relaxer, et faire un effort physique, parce que les dépenses des calories, des poids, pour le repas, et il a une activité dans le t-shirt, bien coaché par le docteur dont je suis des soignants, une activité que j'adore, qui concerne aussi
avec le thème de l'année, de la piscine, l'effet de l'activité. Donc j'espère qu'il va y avoir un certain nombre de questions et d'échanges sur les équipes mobiles. Les équipes mobiles questionnent le secteur, pas que d'ailleurs, la réputation psychosociale questionne aussi le secteur. Le secteur se sent un peu mis en question, voire parfois menacé par les équipes mobiles et par la réputation psychosociale comme vécue par des éléments extérieurs. Moi je trouve que c'est parce qu'on lit pas bien les textes, c'est parce qu'on a une vision restrictive du secteur. C'est-à-dire que le secteur n'a pas cessé d'être questionné. Installé par une loi en 85, des décrets en 86, le rapport 2003 montre l'extrême hétérogénéité des secteurs. Quand on dit secteur, on n'a pas dit grand-chose, parce que la cartographie, il y avait une cartographie nationale jusqu'en 2003, mais derrière chaque dénomination de secteur, derrière chaque territoire de l'époque, il y avait des énormes différences. 2003, on suit les secteurs. C'est une ordonnance qui vient ça. HPST 2009 les enterre, on ne connaît plus que des pôles, existent des secteurs. Il reste, ils survivent à travers un certain nombre de pôles. Ils ressuscitent dans la loi 2016, et c'est plus les mêmes secteurs dans la loi 2016. C'est plus des territoires dans la loi 2016. Ce sont des missions. On est dans le fonctionnel et non plus dans le territoire. Sauf qu'on a pris l'habitude pour le défendre, de fortifier les territoires, les citadelles qui permettent de garder des identités. Et sauf que dans la loi de 2016, il s'agit, je rappelle, d'une mission de garantir des soins spécialisés de proximité à l'ensemble de la population. Soins de proximité. Donc c'est vaste. C'est les CLP, oui, c'est rappelé encore par la FHF, c'est dans nos identités, c'est les CLP, mais pas que. Et les équipes mobiles, c'est des soins aussi dans la proximité. La réhabilitation psychosociale, ça doit être des soins de la proximité. Et puis des tas d'autres choses. Avoir des antennes de consultation dans les maisons de santé professionnelles, c'est des soins de la proximité. C'est du secteur. Le secteur, ok, pivot le CLP, mais pas que. Et avoir de nouveaux outils comme travailler dans les MSP, travailler d'ailleurs avec de la téléconsultation, les équipes mobiles, l'AREA depuis le début du parcours des patients, c'est pas incompatible avec le secteur. C'est des nouveaux outils pour le secteur. En tout cas, c'est mon avis. Je ne sais pas si on peut défendre ça. J'ai envie de défendre, mais bon. Une question dans la salle. Un micro pour la dame qui a une question. J'ai 3 questions pour notre collègue de la Martinique. Pouvez-vous nous dire si le modèle des équipes mobiles de la Martinique est un modèle pour votre territoire ou il peut être démultiplié sur les drones? Ma deuxième question, est-ce que vous avez pu mesurer l'apport des équipes mobiles sur la réduction du nombre d'hospitalisations? Ma troisième question, avez-vous un retour d'expérience des professionnels des équipes mobiles et des usagers ayant bénéficié de ces équipes mobiles? Je ne maîtrise pas le retour de toutes les équipes mobiles, parce qu'elles sont intersectorielles, elles sont sur d'autres pôles. On n'a pas encore, par exemple sur les équipes mobiles PEPS, on n'a pas encore de retour, elles sont très très récentes et on n'a pas encore suffisamment de background, ou même sur l'équipe SIM, on n'a pas encore de background sur, enfin de retour, je veux dire, de retour sur l'impact que ça a sur les hospitalisations, sur le niveau d'hospitalisation. On a l'impression effectivement que nos files actives, par exemple sur les PEPS, les gens sont beaucoup moins hospitalisés. Quand ils font des passages aux urgences ou même dans les hospitalisations, les passages sont beaucoup plus courts. Donc ça c'est une première impression, mais c'est encore un peu empirique. On n'a pas encore de chiffres très, très, très forts par rapport à ça. Pourtant, comme je vous l'ai dit, ce sont des choses qui sont extrêmement attendues de la part de la tutelle et de la part de la direction, évidemment, pour pouvoir continuer à financer ce genre de dispositifs, parce que comme je l'ai dit, ce ne sont pas encore, sur certains, ce pas des dispositifs pérennes. Après, toutes les équipes mobiles n'ont pas vocation à agir sur les durées moyennes de séjour. Par exemple, autre exemple, l'équipe mobile de transition, elle vient d'être mise en place il y a 4 mois.
donc j'ai pas suffisamment de recul pour pouvoir vous dire si ça va avoir un impact réel. On va l'évaluer, hein, ça fait partie des critères d'évaluation que l'on a. Clairement, sur la satisfaction des usagers ou des aidants, évidemment, la réponse elle est largement positive. Hein. Je veux dire, là aussi, sur une équipe, par exemple comme l'équipe PEPS, qui peut éviter ce que je considère comme des cataclysmes, l'hospitalisation d'un jeune aux urgences parce qu'on n'aura pas été suffisamment vigilant sur l'installation des symptômes et finalement une famille qui est prise à la gorge et qui n'a plus de solution et qui l'amène aux urgences, donc ça va se terminer avec une hospitalisation sous contrainte, un traitement injectable et peut-être un passage en chambre d'isolement. Donc par rapport à ce cataclysme qui arrive, évidemment que l'option équipe PEPS, évidemment c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui plus est dans ses premiers contacts avec la psychiatrie où il y a tout à expliquer sur le fonctionnement de structure, sur les recours, sur les aides, sur l'aide qui est proposée aux familles ou aux aidants. Donc il y a vraiment quelque chose de très intéressant. Il y a aussi au niveau des partenaires, l'organisation par exemple de l'équipe mobile de la personne âgée qui va dans les EHPAD, qui peut proposer une hospitalisation en gérontopsychiatrie de quelques semaines ou de quelques jours pour revoir un traitement, réévaluer une situation clinique, puis renvoyer le patient. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de rassurer nos partenaires et d'apporter quand même des solutions extrêmement intéressantes. En tout cas, voilà. Après, comme je l'ai dit, moi je suis un petit peu dubitatif. Par exemple, je vous donne un exemple, l'équipe mobile de transition. Je l'ai mise sur mon pôle. Donc en fait, l'équipe mobile de transition, qu'est-ce que c'est? Ce sont pour des patients qui sont hospitalisés, qui ont, comme je vous l'ai dit, des situations sociales peut-être un peu compliquées ou des situations cliniques un peu compliquées. C'est quoi? On n'est pas sûr qu'il va aller au CLT à son premier rendez-vous, on n'est pas sûr qu'il va prendre son traitement, on n'est pas sûr qu'il va aller reprendre son rendez-vous avec le XAPA. Le médecin met une infirmière à domicile. Moi, personnellement, je déteste mettre une infirmière à domicile comme ça, parce que je ne sais pas si vous, ça vous plairait, mais vous rentrez chez vous après un mois d'hospitalisation, et puis il y a quelqu'un qui déboule, vous ne savez pas pourquoi, il est là, et puis là, on va dire, tiens, ce qu'on n'a pas réussi à l'hôpital pour qu'il prenne son traitement, c'est l'infirmière à domicile qui va le réussir. Wow, c'est super, c'est vraiment très optimiste. Donc, par exemple, ce sont toutes ces choses-là qui font que l'hospitalisation la pré-hospitalisation peut très mal se passer. Donc l'idée, c'est d'accompagner le patient pendant 8 semaines, si c'est possible, parfois ça peut être moins, mais être sûr que les premiers rendez-vous vont avoir lieu et que tout ce qu'on a mis en place, le rendez-vous chez le médecin généraliste, très important, parfois on retarde les sorties d'hospitalisation parce qu'on ne sait pas, oui, mais je lui ai prescrit une IRM, est-ce qu'il va y aller, il a rendez-vous chez le néphro, il a rendez-vous chez le cardio, est-ce que tout ça va bien se passer? Donc c'est vraiment l'idée de sécuriser la sortie pour éviter les réhospitalisations. Mais je réfléchis, je me dis, mais tout ça c'est le travail du secteur. Si j'avais plus de moyens dans le secteur, je n'aurais pas, pour le coup, tu vois, il y a équipe mobile et équipe mobile. Si j'avais les moyens de le faire, je n'aurais pas besoin de cette équipe mobile de transition. Or, aujourd'hui, sur mes CMP, demander à mes équipes de sortir 3 fois par semaine pour faire une VAD pour un patient, ça n'est plus possible. C'est pas possible. C'est ce que je dis dans l'idée d'une sédentarisation des CMP. Ils n'ont plus quasiment que la capacité de recevoir les patients, voilà, de façon parfois un peu, pas toujours extraordinaire en plus. Et c'est tout. Ils sont sur la plupart des CMP, à part 2 ou 3 CMP qui sont un peu plus étoffés, et encore, c'est globalement 5 infirmiers. On est passé par les fourches codines de l'AMEA, donc file active, nombre d'agents, une sorte d'équation absolument infernale qui vous dit combien vous allez avoir d'infirmiers dans votre d'infirmiers. Alors tout est mélangé, l'ASH, l'infirmier, la secrétaire, tout est mélangé, c'est un package. L'AMEA vous dit vous allez votre file active, voilà combien d'équivalents temps plein vous allez avoir. Sauf que dans la réalité, 5 infirmiers, ça veut dire que vous allez avoir au moins un qui est en arrêt, qui est en congé. Et pour peu qu'il y ait une formation ou un arrêt maladie, vous vous retrouvez à 3 dans le CNP ou à 2 et un CNP complètement paralysé, qui fait plus de VAD, qui fait plus d'intervention à domicile, qui fait juste des traitements en retard, et puis ça s'arrête là. Voilà. C'est un peu la situation. Donc c'est quand même compliqué. À côté de ça, il y a des équipes mobiles qui sont très intéressantes, comme les équipes mobiles de la personne âgée. Là aussi, quelque chose de très important, de très intéressant, parce que c'est une médecine d'expertise beaucoup plus spécialisée. En même temps,
Il faut savoir, moi sur mon pôle, j'ai 700 patients qui ont plus de 65 ans. L'équipe mobile personnes âgées, elle ne va pas pouvoir non plus s'occuper de toute cette file active. Il va falloir aussi monter en gamme dans les CMP pour avoir de l'évaluation de qualité, pour avoir peut-être des supports et pour former les gens pour qu'ils soient plus discriminants dans leurs évaluations. Autre exemple aussi qui est intéressant, ça participe aussi à mes craintes, depuis qu'on a mis l'équipe mobile EPIC, donc des équipes mobiles de crise, vous avez qui s'occupe d'évaluer la crise, ils appellent au SAMU, le SAMU passe la communication au SAS, on fait une évaluation, et le médecin régulateur décide si on envoie ou non l'équipe EPIC. Alors, non seulement ça pose une question sur la philosophie, c'est-à-dire voir débarquer comme ça des gens chez soi alors qu'on ne les connaît pas. Je ne sais pas, j'aurais peut-être imaginé que l'équipe EPIC, elle travaille avec le secteur aussi et qu'on fasse peut-être au moment de la VAD ou au moment de l'intervention un truc un peu mixte avec l'équipe de CMP qui connaît le patient. Mais en plus de ça, aujourd'hui, on a une réaction des CMP qui nous disent « Ah, mais on ne va pas les se déplacer, hein, vous avez qu'à appeler EPIC. Donc ça, c'est réglé. Et puis, non, il est un peu dangereux là, je sais pas. Donc en gros, parfois je dis ça, je suis un peu provocateur avec mes équipes, je dis mais finalement en CMP on s'occupe que des gens qui vont bien, comme ça c'est bien. Et puis ça s'arrête là. Mais voilà, donc dans les équipes mobiles, comme je l'ai dit, il y a une grande diversité en termes d'approche, voilà, c'est vraiment le centre d'accueil, la prévention primaire, secondaire. Il y a vraiment trop de dispositifs pour donner une réponse globale à votre question. Je crois vraiment qu'il y a des équipes mobiles qui sont nécessaires. Et puis je pense qu'il y en a d'autres qui ont été mises en place parce que le secteur n'a plus les moyens d'agir. Alors évidemment, hein, comme tu l'as dit, c'est une médecine, le secteur ça peut être plein de choses. Mais on est quand même un peu gêné de voir que nos CMP sont quand même un peu recroquevillés sur eux-mêmes. Alors, sur la Guadeloupe, on a une expérience d'une équipe mobile en pleine expansion, c'est l'équipe mobile à l'eau, et bateaux, qui montre que l'augmentation de sa file active est extrêmement forte, montre que ça répond à un besoin, en tout cas à une demande. Et puis, j'ai un autre indicateur, alors lui, il est négatif, c'est que moi j'ai souvent, régulièrement des plaintes des structures d'accueil de personnes âgées qui disent qu'il faut envoyer les gens en consultation dans les CMP. Et on n'a pas toujours la possibilité, et ça perturbe les personnes âgées. Et que l'équipe mobile de psychiatrie des personnes âgées, je l'avais programmée à Monthéran en 1998, plus de 25 ans. Elle était dans le France 2, dans le France 3, etc. Et elle n'existe toujours pas. Et pourtant, la population vieillit, pourtant c'est une priorité, et pourtant il y a une demande. Et déplacer les gens de là où ils sont en structure d'accueil, voire de chez eux, au CMP, c'est perturbant cet âge. Et donc là, on n'est vraiment pas dans l'allée verte. Et là, il faudrait peut-être que le PSE prenne ses dispositions. Autre écueil, je voulais préciser aussi un autre écueil, d'ailleurs de tous ces dispositifs, c'est que par exemple l'équipe EPIC, ils vont faire ils vont aller ils ne vont pas hospitaliser, Dieu merci tout le monde, ils vont hospitaliser beaucoup moins, mais ils ne vont pas hospitaliser tout le monde. Mais d'emblée se pose la question, une fois que vous avez décidé de ne pas hospitaliser, la personne a quand même besoin de soins. Donc tout de suite va se poser la question, je vais l'adresser au CMP, bien sûr. Alors comme les CMP, certains sont extrêmement bloqués, il n'y a pas de consultation tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on a prévu? Des consultations post-intervention de crise. Alors là, ça devient compliqué. Hein. Pareil, je l'évoquais, c'est pas le sujet, c'est les équipes mobiles, mais je l'ai évoqué lors du lancement du 3114 en Martinique. Je disais au professeur Amadeo, c'est très sympathique le 3114, ok, on va répondre au téléphone avec des gens qui connaissent le dispositif. Mais moi, sur la moitié des CMP, pour pas dire les 3/4, les psychologues ne prennent plus de nouveaux patients, c'est terminé, et les attentes pour les psychiatres, c'est 2-3 mois. Donc ça veut dire que quand vous avez le 3114 et que vous allez vouloir adresser et refaire, c'est sympathique de proposer des dispositifs comme ça, mais si vous ne vous inquiétez pas de l'aval, vous allez vous retrouver avec de gros problèmes, parce que moi je ne sais pas ce que vont proposer les répondants du 3114 en termes de prise en charge. En plus, dans un secteur où nous, il y a 4 psychiatres privés sur tout le département, je ne suis pas sûr qu'on va trouver beaucoup de solutions. C'est des vraies questions. Alors, merci pour votre intervention, puisqu'on apprend et on s'enrichit aussi de votre expérience avec les équipes mobiles. Effectivement, donc avec mes collègues
fur et à mesure de votre intervention, s'exprimer sur la prise en charge des personnes justement âgées qui ont besoin d'intervention, mais aussi sur les modalités de prise en charge, notamment quand vous avez parlé de l'infirmière libérale, effectivement, que vous n'êtes pas à l'aise pour inviter quelqu'un à aller au domicile du patient. Pas à l'aise pour l'inviter à l'automutilation comme ça. Moi, ce que je pensais, c'est qu'il faut une mise en contact avec des gens qui connaissent le patient. On accueille finalement, on peut aller on se donne un rendez-vous au domicile du patient. D'abord, on est sûr qu'il veut bien accepter quelqu'un d'aller chez lui, et puis ensuite, on suit le collectif, on travaille avec ensemble. C'est l'idée de présenter, de dire qu'on ne prescrit pas sèchement une infirmière libérale pour aller débouler au domicile des gens. Bien sûr, et on est complètement d'accord sur le fait de travailler avec le patient et son accord, mais dans le cas des équipes mobiles, on suggère aux patients leur intervention ou alors ils sont quand même en programme de soins. Quels sont les modalités est-ce qu'ils sont sous contrainte justement de la médecine pour qu'il y ait l'intervention de l'équipe mobile pour qu'elle soit possible? Alors, franchement, on n'a pas intégré. Personnellement, je fais des certificats, je n'ai jamais intégré dans les programmes de soins, c'est quand même quelque chose qui reste très ténu en termes de description. Généralement, les programmes de soins, c'est l'idée d'une fréquence de consultation dans les CMP, ou essentiellement dans les CMP, avec l'idée peut-être d'un traitement particulier que l'on va donner avec l'acceptation de ce traitement, mais peut-être que nos équipes mobiles sont encore trop jeunes pour qu'on ait pensé à les intégrer dans un dispositif de programme de soins. On ne l'a pas fait. Après, je pense que les mobiles, le caractère aller vers, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'acceptation. La contrainte, c'est quand même difficile quand même de penser ça comme ça. Il y a une dernière question parce qu'il est 13h, et donc c'est l'heure de la pause, du repas, de passer devant l'arbre qui vient au-dessus, de regarder, de se tester pour voir l'année de ses limites, de ses réalités, sachant que pour le repas, donc on a qu'une demi-heure en les travaux de 15h30. C'est un repas léger. Bonjour. Alors, je suis très contente d'être avec vous. Je fais partie de ce qu'on appelle les représentants des usagers en santé avec l'ARS. Mon prénom c'est Rosemont. Voilà, monsieur Kébo, je vous ai entendu à l'ARS une fois avec Rosemont et ça m'a fait un choc émotionnel. Vous savez, monsieur le docteur. Et oui, il a compris. En fait, je comprends vite et il faut m'expliquer longtemps. Et depuis, j'ai pris à cœur de comprendre la santé mentale. J'entends beaucoup de choses aujourd'hui que je ne connaissais pas. Et je dis que, en fait, j'ai travaillé pendant 40 ans et je continue avec les personnes âgées. Donc, j'ai ça dans le sang. Les personnes âgées, je les ai dans le sang. Ce que je me demande, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire plus d'informations et plus de prévention, sachant que l'année des personnes âgées en Guadeloupe notamment vieilliront. Nous allons tous vieillir d'ailleurs. Nous, les personnes âgées vieillissent de plus en plus et il y a une sorte de contradiction, moi je le dis comme ça, contradiction où l'information et la prévention passent pas. Ça passe pas. Excusez-moi, je le dis comme ça. Alors, que faire si je veux avancer pour pouvoir faire. Si je veux comprendre un peu plus, c'est vrai que je suis privilégiée puisque je suis partie du comité avec la santé mentale, je viens avec Nadia, mais je ne suis pas la seule, je ne suis pas égoïste. Je pense qu'il y a comment on dit ça? Je pense qu'il y a un moyen d'informer la population lambda. Parce que c'est marqué, là, vous avez marqué séminaire public, mais il y a plus de professionnels que de public. Alors, comment faire? Non, c'est pas vous dire quelque chose. Je ne suis pas une vedette, c'est les vedettes qu'on applaudit. Je dis, c'est très sérieux. Comment faire pour aller vers les gens qui ont besoin? Alors, Nadia a proposé avec les bailleurs sociaux, oui, premièrement. Et deuxièmement, alors, entre parenthèses,
je fais partie du conseil des sages de la ville de Montréal. Comment faire pour pouvoir, je ne dis pas enrayer, mais parler à ceux qui sont dans la rue, aller vers ceux qui sont dans la rue et qui souffrent mentalement. Et je pense que nous avons tous un petit côté de souffrance mentale entre nous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Merci, donc c'est l'heure de la pause et donc il reste